Bonjour à tous, petite vidéo pour faire la correction du dossier introductif comme je l'avais promis. Alors ça va se dérouler de la manière suivante, je vais commenter chacun des documents, répondre aux questions et je vous invite à vous munir vous de votre travail, de vos réponses pour comparer les réponses que je ferai avec les vôtres. Vous verrez ainsi si vous en êtes bien sorti. Alors, premier document que j'ai mis à votre disposition dans ce dossier, l'occupation de l'Allemagne et une carte de l'Europe en 1945. Alors vous constatez que l'Allemagne ainsi que l'Autriche sont occupés par les Soviétiques, les Anglais, les Américains et les Français. Donc ce sont des pays vaincus sous occupation militaire. À l'Est, les Soviétiques sont présents, d'accord, vous voyez ici, c'est la zone soviétique dans les deux cas. Ce qui signifie que de la mer Baltique jusqu'à la mer Adriatique qui est ici, eh ben, on a une séparation franche et nette entre les zones où se trouvent les Anglais, les Américains, les Français, d'accord, ce qui inclut l'Italie, et les zones contrôlées par les Soviétiques. Vous pouvez le constater parce que si la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Roumanie ou la Bulgarie ont l'air d'être des États indépendants, la légende nous indique par cette petite étoile qu'il y a une forte présence militaire soviétique. Ce qui signifie que l'armée rouge est présente, elle est restée après la guerre, après avoir libéré ces pays, et que de facto, elle les contrôle, elle les occupe. Donc ces États ne sont pas souverains, ils ne sont pas indépendants. Ils sont sous pression avant d'être bientôt sous domination soviétique. Mais on reviendra là-dessus. Dernier élément de la légende, vous voyez ce symbole ici, il nous indique des grands événements de la guerre et de l'avenir européen. Le premier, on en a déjà parlé à la fin du chapitre sur la Seconde Guerre mondiale, il s'agit du procès de Nuremberg. Vous vous souvenez, où les principaux criminels de guerre nazis vont être jugés et condamnés. Et là, un événement dont on n'a pas parlé pendant le chapitre, parce que je le réservais pour maintenant, c'est le traité de Yalta qui a eu lieu lors de la conférence de Yalta. Yalta, c'est une ville qui est située sur la mer Noire, donc en Union soviétique, où se sont réunis en février 1945 les trois grands dirigeants vainqueurs de la guerre, Joseph Staline pour l'URSS, Franklin Roosevelt pour les États-Unis et Winston Churchill pour l'Angleterre. Alors si vous regardez la caricature qui est au-dessus, vous voyez qu'à Yalta, il s'est déroulé quelque chose, c'est écrit « Trouble with some of the pieces », ce qui veut dire problème, on a des problèmes avec certaines des pièces. Alors vous voyez que la carte de l'Europe, là qui est indiquée ici, est présentée comme un grand puzzle, et ils sont en train d'essayer de remettre les pièces. Alors, pourquoi est-ce que le caricaturiste a voulu nous montrer ça? En fait, c'est assez simple. C'est parce qu'à la conférence de Yalta, les pays vainqueurs du nazisme ont décidé de préparer l'après-Seconde Guerre mondiale. Et notamment, qu'est-ce qu'on allait faire de l'Europe, comment on allait la réorganiser. Alors, pour voir le détail, on va aller à la diapo suivante. Vous avez ici ce texte que je vous ai mis, qui résume un petit peu ce qui s'est fait et ce qui s'est dit lors de la conférence de Yalta. Donc c'est très simple. En février 1945, les Américains, les Britanniques et les Soviétiques se retrouvent et ils vont signer les accords de Yalta qui prévoient qu'après la défaite de l'Allemagne va être partagée entre 4 zones d'occupation, d'accord? Et ça prévoit aussi, même si ça aura de moindres conséquences directement, que l'Union soviétique va entrer en guerre contre le Japon. Je vous rappelle qu'en février 1945, la guerre n'est pas terminée au Japon, parce que vous vous rappelez que la capitulation du Japon, c'est le 2 septembre 1945, après un mois presque, après les bombardements atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, qui ont eu lieu les 6 et 9 août 1945. Donc il était prévu que les Soviétiques envahissent le Japon. Alors Staline aura quand même le temps de masser des troupes à l'est du territoire russe, donc tout près du Japon, mais il n'y aura pas d'invasion et d'entrée en guerre directe des Soviétiques avec les Japonais, puisqu'ils capituleront avant. Autre chose de très important décidé, vous le voyez, les trois pays vainqueurs décident de la création d'une organisation internationale qui sera l'ONU. Les accords de Yalta ont été présentés notamment par les Français, déçus de ne pas avoir été invités à la conférence comme un partage du monde entre Américains et Soviétiques. En fait, c'est plus compliqué que ça, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment acté, entre guillemets, les rapports de force de la fin de la guerre, ce que le texte indique. Alors, il faut retenir une chose, c'est, vous voyez, je laisse un petit détail, la Corée est partagée en 2 zones d'influence. C'est-à-dire que la Corée, c'est cette péninsule qui termine un peu l'Asie de l'Est, et qui est très proche du Japon.
Et en fait, les soviétiques avaient commencé à faire rentrer des troupes ici, et il est décidé que Américains et Soviétiques, s'ils doivent prévoir un débarquement sur le Japon, le feront en partie à partir de la péninsule de Corée, ce qui vous explique cette zone-là. Vous retenez qu'il est question ici de la Corée, parce que vous verrez quelques années plus tard éclatera la guerre de Corée, et que ça a cette importance. Alors, quand a eu lieu la conférence de Yalta, qui a-t-elle réuni et dans quel but? Elle a eu lieu du 4 au 11 février 1945. Elle a réuni les Américains, les Britanniques et les Soviétiques. Et le but, c'était prévoyer, après la défaite de l'Allemagne, le partage de l'Europe et donc de prévoir l'après-Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce qui a été décidé à Yalta? Ce qui a été décidé à Yalta, c'est le partage de l'Europe. Et en deux zones d'influence vraiment américaine et soviétique, on s'est mis d'accord, et aussi la création de l'ONU. Alors pourquoi est-ce que ça va annoncer la guerre froide? Et bien le fait qu'à Yalta, on commence à se partager le monde en zones d'influence, ça signifie qu'on se partage le monde et qu'il y a des territoires où les Américains auront le droit de faire la loi ou en tout cas d'être présents et d'imposer leur vue, et il y a des territoires où les Soviétiques feront la loi et imposeront leur vue aussi. Donc c'est bien une répartition du monde et on voit bien la division entre d'un côté un monde communiste et un monde capitaliste ou démocratique qui se prépare. Alors, un extrait de la Charte des Nations Unies. Alors, je vais passer aux questions directement et je vais revenir là-dessus. Donc, 24 octobre 1945, c'est la création de l'ONU. On en avait parlé à la fin du chapitre sur la Seconde Guerre mondiale, mais là vous allez voir que les questions nous amènent sur des choses un peu différentes. Alors, où l'ONU a-t-elle été élaborée? C'est simple, la conférence a lieu à San Francisco, et officiellement, l'ONU va se réunir à New York plus tard. Elle est officiellement créée en octobre, même si elle est élaborée au printemps à San Francisco. Combien de pays y participent? Eh bien 50. Alors comme je vous l'avais dit dans un cours précédent, s'il n'y a que 50 pays à l'époque, c'est tout simplement parce que vous avez plus de la moitié de la planète qui est colonisée encore. Donc vous avez les pays d'Afrique qui ne sont pas représentés parce qu'ils ne sont pas indépendants. Donc il faut bien voir qu'on est dans un monde qui est encore le monde colonial. Quels sont les pays qui semblent les plus importants? Ils sont mentionnés ici. C'est la Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et l'URSS. Alors pourquoi est-ce qu'ils semblent les plus importants? Parce que ce sont les pays vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. On a peu abordé ça lorsqu'on a fait le chapitre sur la Seconde Guerre mondiale, parce qu'on n'a pas pu tout traiter. Mais les Chinois ont affronté les Japonais, ils ont résisté à l'invasion japonaise, ce qui fait qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ils sont parmi les pays vainqueurs. Quels sont les éléments qui composent le logo de l'ONU? Alors, vous constatez qu'on a une vue polaire du monde. C'est-à-dire qu'ici, c'est le pôle Nord. Et on a aussi, en tout, autour de ça, on a une couronne d'olivier. Alors, pourquoi on a mis ça? Parce que l'olivier est un symbole de paix. Donc, le but de l'ONU, c'est bien d'assurer la paix dans le monde. Parce que vous voyez, la couronne entoure la vue du monde. Et alors, pourquoi une vue polaire? C'est pour ne pas mettre un pays en valeur en le mettant au centre. C'est-à-dire que si les Américains, si on avait mis une carte comme on a nous, qui passe au niveau de l'équateur, si l'Amérique ou l'Union soviétique s'était trouvée au centre, il est évident que plein de pays auraient râlé. Donc là, c'est une manière de mettre tout le monde à égalité et de ne pas faire de jaloux. Ce qui indique donc son objectif et son ambition. L'ambition et l'objectif de l'ONU, c'est d'assurer la paix dans le monde et de traiter les pays à égalité. D'où le choix de cette vue polaire. Alors, comment l'ONU veut-elle mettre son programme? On va aller voir la charte, là, parce que vous allez comprendre que cette charte, elle répond point par point aux 30 années qui la précèdent. Alors, nous, peuple des Nations Unies, donc de Nations Unies sont les nations, les pays, les peuples du monde. Alors, nous sommes résolus, c'est-à-dire nous voulons préserver les générations futures du fléau de la guerre qui, 2 fois en l'espace d'une vie humaine, a infligé à l'humanité d'indicibles souffrances. Ça, vous l'avez compris, ça fait bien référence aux 2 guerres mondiales. Donc le but de l'ONU, c'est d'assurer la paix. Parce qu'effectivement, 14, 18, 39, 45, des hommes ont vu des guerres, dans cette 2 guerres, dans cet intervalle assez court. À proclamer à nouveau notre foi, donc le fait que nous croyons dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité de droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations grandes et petites. Si on traduit, ça signifie qu'on rappelle
que les hommes sont égaux et qu'ils ont des droits. Ça fait bien évidemment référence aux massacres et aux crimes contre l'humanité commis par le régime nazi qui ont épouvanté l'Europe une fois la guerre terminée. Et le droit des nations grandes et petites, petites c'est parce que, rappelez-vous, Hitler avait dépecé littéralement la République tchèque avant de l'annexer, et qu'en fait on dit même les petits pays en termes géographiques ont le droit d'être respectés et d'exister par rapport aux gros. D'accord ? La loi du plus fort ne doit pas s'appliquer dans les relations internationales. On cherche à créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités et autres sources du droit international. Ça veut dire qu'on essaiera de faire respecter les accords. Ça fait référence aux multiples violations du traité de Versailles, mais aussi à l'impuissance de la SDN, rappelez-vous, la Société des Nations qui avait été créée après la Première Guerre mondiale, et dont Hitler n'avait que faire et qui s'était révélée totalement impuissante. Et enfin, à favoriser le progrès social et à instaurer, c'est-à-dire créer, mettre en place de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande. Ça fait référence à la crise économique qui a frappé l'Europe et le monde. Les États-Unis, on l'a vu d'abord, puis l'Europe et le monde dans l'entre-deux-guerres. Donc le but de l'ONU aussi, c'est de s'assurer qu'il y a un développement de bonnes conditions sociales et économiques, c'est-à-dire de lutter contre la pauvreté et la misère. Et donc, à ces fins, c'est-à-dire pour ça, on rappelle la tolérance qui doit être un esprit, qui doit présider dans les rapports entre pays, qu'on soit prêt à unir nos forces pour maintenir la paix. Souvenez-vous que la désunion des pays européens avait quand même bien favorisé la montée en puissance de l'Allemagne nazie et le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Et enfin, accepter les principes et instituer des méthodes garantissant qu'il ne sera pas fait usage de la force des armes sauf dans l'intérêt commun, c'est-à-dire que désormais on n'aura pas le droit de régler les problèmes par la guerre, il faudra faire usage des armes que si c'est pour protéger les plus faibles ou faire respecter la loi. Bon, ça c'est un petit peu un souhait, c'est très difficile à mettre en place, mais ça vous donne une idée des objectifs. Et enfin, recourir aux institutions internationales pour favoriser le progrès économique et social de tout le pays. Ça veut dire que cette fois, c'est la coopération entre les nations, entre les pays, qui doit permettre la paix et le développement, et pas le chacun pour soi. Et donc, on se réunit pour signer la charte des Nations Unies à San Francisco. Alors, là, je vous ai mis un schéma qui est pas tout jeune, mais ça fonctionne encore pareil. Alors, ce qu'il faut retenir, alors on va oublier toute cette partie-là sur les institutions spécialisées, parce que c'est pas notre propos. On ne va pas s'arrêter spécialement sur le secrétaire général. Ce que je veux que vous regardiez, c'est que l'ONU, vous avez une assemblée générale, d'accord ? C'est-à-dire les pays ont un fauteuil et une voix. C'est comme l'Assemblée nationale. Donc, à l'Assemblée générale des Nations Unies, on trouve les pays, et chaque pays a un délégué, un député si vous voulez, qui est là et qui vote. Et l'Assemblée générale, elle fait des recommandations. Elle décide pas, si vous voulez. Elle déclenche pas des interventions militaires ou quoi que ce soit. Mais elle est là pour donner son avis. Elle est là pour connaître l'avis de chaque pays sur les différents problèmes qui vont être soulevés. Et surtout, elle peut recommander un certain nombre de choses, c'est-à-dire faire des demandes à ce fameux Conseil de sécurité qui est là. Alors ce Conseil de sécurité, il est beaucoup plus restreint, beaucoup plus petit. Alors le Conseil de sécurité, il est là pour décider notamment l'envoi de casques bleus, c'est-à-dire l'envoi de forces armées, ou même de pression, ou d'autoriser des actions militaires vis-à-vis d'autres pays. Donc c'est lui qui tient, si vous voulez, le droit d'avoir un recours à la force. Alors qui sont les 5 membres permanents, et de quel droit dispose-t-il ? Bon, je viens de vous le dire. Non, je ne vous l'ai pas dit celui-là. Je vous dis le Conseil de sécurité peut déclencher des interventions militaires. Les 5 membres, c'est la Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et la Russie. Et ça ne vous échappe pas que ça, c'est la liste des pays qui sont officiellement les 5 grands pays vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Donc comme ils ont cofondé l'ONU et qui sont à l'origine de la création de l'ONU, ils se sont réservés un poste de membre permanent du Conseil de sécurité avec le fameux droit de veto. Alors le droit de veto, vous savez ce que c'est, puisque vous vous souvenez très bien de vos cours sur la monarchie constitutionnelle en 1791, pendant la Révolution française, lorsque Louis XVI était le roi des Français, et qu'il avait un droit de veto, et le droit de veto, c'est la possibilité de bloquer une résolution, une décision de l'ONU. Bon, c'est très simple, chacun de ces membres permanents, d'accord, a le droit de bloquer n'importe quelle décision. Ce qui veut dire qu'aucune décision ou recommandation faite
par l'Assemblée générale ne pourra aller contre les intérêts de la Chine, des États-Unis, de la France, du Royaume-Uni ou de la Russie, parce qu'ils peuvent les bloquer. Donc il se donne un droit de ne pas se faire condamner, ce qui veut dire que si un de ces pays-là agit contrairement au droit international ou fait des choses que condamne l'ONU, il pourra empêcher d'avoir une condamnation officielle. Alors, à votre avis, pourquoi ces 5 pays sont-ils membres permanents et pourquoi? Parce que ce sont les 5 pays vainqueurs et qu'ils ont fondé l'ONU, donc ils se sont mis quand même un droit supérieur aux autres. Et ont-ils un droit de veto sur les décisions prises par l'Assemblée nationale? Eh bien oui. Comment l'expliquer? C'est pour éviter de se retrouver condamné. Effectivement, c'est éviter tout simplement que les pays qui sont pro-communistes, à l'époque, par exemple, condamnent les États-Unis s'ils sont majoritaires. Ou que les pays qui sont justement pas communistes condamnent la Chine. Donc vous voyez, c'est une manière, en fait, ça peut vous paraître un peu absurde ou injuste, vous allez me dire, mais c'est trop facile, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Oui, mais en fait, ils ne seraient pas rentrés au Conseil de sécurité de l'ONU, ils ne seraient pas rentrés à l'ONU s'ils savaient. Comprenez bien qu'à l'époque, c'est quand même Staline qui dirige l'URSS. Vous vous doutez bien qu'il ne va pas rentrer à l'ONU s'il sait que toutes les semaines ou tous les mois, il va avoir des condamnations, des crimes et des horreurs qu'il a pu réaliser. Même si à l'époque, il est considéré comme un héros et un grand chef qui a vaincu le nazisme. Mais il s'agit d'avoir une assurance. Alors, dernière page du dossier, on a 2 caricatures et un texte. Alors, on va commencer par le texte. Qui est l'auteur de ce texte? Bon, vous voyez en bas, c'est Winston Churchill. Churchill, je vous le rappelle, il est là. C'est le Premier ministre anglais. Et à l'époque, il n'est plus Premier ministre. Il a perdu les élections, mais il va faire une tournée triomphale aux États-Unis en 1946. Vous voyez, la date est là, où il va faire un certain nombre de discours, où il va livrer son opinion sur les rapports de force et la politique mondiale. Et dans un discours très célèbre, il va évoquer pour la première fois l'expression rideau de fer. Vous voyez, le document s'appelle La naissance du rideau de fer. De Cétine sur la Baltique à Trieste sur l'Adriatique. On retourne à la carte. Donc, Cétine, c'est ici. Trieste, c'est là. Donc il dit voilà, de cette ville-là à cette ville-là, d'accord, l'Europe se trouve coupée en deux du nord au sud, c'est ça que ça veut dire. Un rideau de fer est descendu à travers le continent. Derrière cette ligne se trouvent les capitales de tous les pays de l'Europe de l'Est et de l'Europe orientale. Varsovie, Prague, Berlin, Vienne, Budapest, Belgrade, Bucarest, Sofia. Toutes ces villes célèbres, toutes ces nations se trouvent dans la sphère soviétique et toutes sont soumises non seulement à l'influence, mais encore au contrôle très étendu et constamment croissant de Moscou. Les communistes qui étaient très faibles dans tous ces pays de l'Est européen ont été investis de pouvoirs qui ne correspondent nullement à leur importance numérique et cherchent partout à exercer un contrôle totalitaire. Bon. Quelle est la situation qu'il décrit? C'est simple. Il vous rappelle qu'après l'occupation de ces pays, d'accord, vous voyez, après la victoire soviétique sur l'Allemagne nazie, l'armée rouge reste, et qu'en fait, Staline et aidé de l'armée rouge et le pouvoir soviétique vont mettre en place des communistes dans tous ces pays-là. Donc ils vont truquer les élections et ils vont imposer des gouvernements communistes qui seront à leur solde, à leur botte. On parlera d'États satellites pour bien dire qu'ils gravitent autour de l'Union soviétique. Donc ces pays-là perdent immédiatement leur indépendance, qu'ils avaient déjà perdu après la conquête nazie, pour basculer dans le giron, dans la sphère d'influence communiste. Donc c'est l'analyse que fait Churchill en 1946. Et il emploie cette expression de rideau de fer. Alors essayez d'expliquer l'expression rideau de fer. Bon, je vous ai mis une caricature ici, vous allez voir. Effectivement, ce qu'on appelle le rideau de fer, en fait, bon, un rideau de fer, c'est un rideau qui ferme une devanture d'un commerçant. Donc c'est quelque chose qui est fait pour empêcher d'entrer et à travers lequel on ne peut pas voir. Donc le rideau de fer, c'est une frontière militarisée. C'est-à-dire que très rapidement, la circulation entre les personnes va être limitée, quasiment interdite. On ne pourra plus aller d'Allemagne de l'Est en Allemagne de l'Ouest librement. Et en fait, l'Union soviétique va prendre le contrôle de ces territoires-là et les libertés vont être supprimées à l'intérieur. D'accord ? Comment comprenez-vous la caricature numéro 1 ? Alors, vous avez ici Churchill, il est reconnaissable avec son petit cigare.
Ici, c'est marqué No admittance by order Joe. Alors, aucune entrée par ordre de Joe. Alors, Joe, c'est Joseph. Joseph, c'est Staline, effectivement. Je vous ai mis la traduction au-dessus. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit des journalistes, on voit une Europe coupée en deux. Vous voyez, le E, là, est coupé. Elle est séparée en deux par une grande barrière métallique qui symbolise le rideau de fer. La voie ferrée qui est là, qui signifie les échanges et la circulation, nous montre que les échanges et la circulation sont limités. Et de l'autre côté, on voit qu'on est en train d'industrialiser à tout va. On ne sait pas exactement ce qui s'y passe. Churchill essaye de savoir, hein, ça fait référence au discours là. Et on voit juste un drapeau soviétique qui flotte. Ce qui veut dire qu'à partir de 1946, c'est du rideau de fer. Et ben, ces pays-là, sous domination soviétique, les pays d'Europe de l'Est, et les libertés, ils sont réduites. En tout cas, la liberté d'informer. Donc on a un Est qui commence à se couper de l'Ouest. Deuxième caricature, il écrit sur les bombes, n'est pas fait pour être utilisé, car l'ennemi pourrait répliquer. Alors vous voyez, là c'est marqué bombe H, bombe Z, roquette Y. Bon, ça symbolise les armes atomiques. Je vous avais expliqué, hein, à partir de 1945, les États-Unis sont une puissance nucléaire. À partir de 1949, l'URSS est une puissance nucléaire. Ce qui signifie que chacun a les moyens de détruire l'autre. Donc en cas de conflit armé, on s'autodétruit. Et donc vous voyez ces deux pays, à gauche et à droite, américains et soviétiques, qui disposent d'armes extrêmement puissantes et meurtrières, et qui en sont réduits à se jeter des flèches, c'est-à-dire à ne surtout pas utiliser ces armes-là, parce que sinon ça signifierait leur destruction mutuelle. Et donc en se jetant des flèches, ça veut dire qu'ils sont dans un conflit, mais qui va être un conflit nouveau. Bon, il y a une dimension un peu parodique, mais voilà, c'est le côté à la fois absurde et en même temps très concret de ces armes atomiques, c'est qu'elles sont si puissantes que si on s'en sert contre quelqu'un qui les a, il vous détruira aussi. Alors cette caricature, elle illustre ce qu'on a appelé l'équilibre de la terreur. Alors l'équilibre de la terreur, c'est ce qui va régner pendant toute la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide, à savoir que Américains et Soviétiques vont avoir peur d'un conflit nucléaire. Et pas en fait de eux attaquer l'autre, mais que l'autre les attaque et qu'ils soient obligés de répliquer. En fait, l'équilibre de la terreur, c'est le fait que on ne s'attaque pas parce qu'on est extrêmement puissant, et en même temps, on se dit que si l'autre frappe en premier, il a peut-être un espoir de nous détruire. Donc on est dans la peur d'une attaque adverse, et en même temps, on hésite donc à faire des attaques préventives. Donc vous avez un climat psychologique très particulier pendant la guerre froide, à savoir que on a peur, et les opinions publiques ont régulièrement peur, que pour une raison X ou Y, il y ait un conflit nucléaire qui se déclenche entre les États-Unis et l'Union soviétique. Ça peut être pour n'importe quoi. Des avions américains qui rentreraient dans celles soviétiques, ils sont abattus, hop, mesure de rétorsion et réponse américaine, ou alors un bateau qui est coulé, n'importe quel incident pourrait dégénérer en conflit atomique. C'est pas immédiatement on se jette des armes atomiques, mais si malgré nous, on rentre dans un engrenage militaire, eh ben ça se terminera par une guerre militaire, par une guerre atomique, pardon. Alors l'équilibre de la terreur, il désigne bien ça, à savoir que il y a un équilibre, c'est-à-dire que les deux pays sont équilibrés en termes de puissance militaire, mais qu'en fait ça c'est fondé sur la terreur que les populations et les gouvernements ont d'une guerre nucléaire. Voilà, j'espère que vous avez compris. Vous pouvez aller chercher, il y a plein de définitions proposées sur Internet. Bon, moi je dirais celle-là, l'équilibre de la terreur, c'est le fait que deux pays sont dans une situation de tension et de guerre, mais qu'ils sont malgré tout en paix, parce qu'ils ont trop peur de déclencher un conflit atomique qui les détruirait tous les deux. Voilà, je vous remercie pour votre attention. À très bientôt.